notre journée est entre guillemets terminée parce qu'on a quand même une fresque des Pouckéchés qui se prépare pour un peu plus tard, après la clôture, un moment de partage assez informel, mais qu'on a quand même bien structuré, vous allez le voir, pour ceux qui auront la possibilité de rester. Pour donc conclure les plénières, eh bien, on a prévu un feu d'artifice, vous voyez. On a beaucoup de monde, et du beau monde. Et comme vous avez aussi pu le constater dans la plénière précédente, les sujets sont difficiles, vont nous conduire à des controverses, à des avis donc divergents, à des mises en cause des rôles respectifs. De quel rouage nous sommes dans ce système, hein, puisque c'est le leitmotiv qui a été donné par les étudiants d'HEC à la remise de diplôme. Et donc, Jean-François Simonin, qui a été le maître de cérémonie, est parti prendre, je ne sais pas si c'est son avion ou son train, puisqu'il habite Toulouse. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je fais juste la transition, très légère, et je donne la parole à Marion Cohen. Marion Cohen, je te remercie d'être avec nous. Tu as fondé cette espace de réflexion, The Other Economy, et nous allons donc vous écouter sur investir autrement pour des systèmes productifs éco-compatibles. Alors, si ça marche, super. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette 6e table ronde qui porte sur l'investissement. Si ça fait toute la journée que vous êtes là, vous avez compris que répondre aux enjeux du 21e siècle, ça veut dire transformer profondément notre économie. Et au cœur de cette transformation, l'investissement est un thème clé. Et donc, ce thème pose plusieurs questions. Il y a d'abord une question de investir pourquoi. Pourquoi investir aujourd'hui? C'est investir pour préserver l'habitabilité de notre planète. Ça veut dire investir pour devenir neutre en carbone. Ça veut dire pour s'adapter aux changements déjà en cours, pour réduire drastiquement les consommations de ressources. Également pour réparer, préserver, restaurer notre patrimoine naturel. Investir dans quel type de secteur, quel type de projet? On imagine évidemment les grands investissements dans les infrastructures de transport, d'énergie, d'eau, de gestion des déchets, mais c'est aussi, comme je l'ai déjà dit, investir dans notre patrimoine naturel, donc dans notre agriculture, dans la forêt, dans le littoral, dans les aires marines protégées. Et puis, c'est aussi investir dans l'immatériel, dans l'éducation, la recherche, la formation, parce que cette transition, elle va amener tout un tas de secteurs économiques à se reconfigurer. Et donc, il faut accompagner les transitions professionnelles. Il y a même des secteurs qu'on va devoir fermer, en fait. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et donc, comment on accompagne ce désinvestissement? Ça aussi, ça nécessite des financements. Après, il y a la question des porteurs de projets. Qui sont les porteurs de projets de transition? Est-ce que ce sont que des grosses entreprises? Ce sont des PME, des petites entreprises? Est-ce que ce sont aussi des collectivités territoriales? Et puis, c'est vous et moi, on est tous porteurs de projets de transition. Et donc, qui sont les financeurs de cette transition? Est-ce que ce sont des acteurs publics, des acteurs privés? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Et enfin, est-ce que ces projets de transition sont rentables ont une rentabilité financière au regard en tout cas de ce qui est attendu aujourd'hui? On sait qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui demandent des retours sur investissement de l'ordre de 10 à 15%. Est-ce qu'avec une telle volonté de rentabilité financière, on finance la transition ou pas? Voilà, tout un tas de questions. On ne va pas toutes les traiter aujourd'hui parce qu'on n'a qu'une heure. Et d'ailleurs, on n'a même plus une heure là. On dira si on peut dépasser un peu, on a commencé en retard. Et donc, pour ça, on a 4 personnes avec nous. Donc, je vais commencer par donner la parole à Oriane Wegner, qui est membre de l'Institut Rousseau et qui a collaboré, qui est une co-autrice de l'auteur 2% pour 2 degrés, qui porte sur la question de l'investissement dans la neutralité carbone de la France à 2050 et qui va un peu nous donner des ordres de grandeur. Il faut sur les besoins d'investissement, combien, quel type de projet? Oriane, à toi. Merci Marion. Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc effectivement, je m'appelle Oriane Wegner.
Je suis membre d'un laboratoire d'idées qui est assez jeune, qui a été créé en mars 2020, qui s'appelle l'Institut Rousseau. Et ensemble, on s'est posé une question, je pense que beaucoup d'entre vous se sont posés ici, c'est alors qu'on a tous conscience du fait qu'il y a une urgence climatique et environnementale, pourquoi est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas pas suffisamment, et pourquoi, alors que les objectifs publics, les engagements se multiplient, pour l'instant, les projets publics et privés ne permettent pas d'atteindre les objectifs que nous nous donnons. Donc, dans les questions qu'on s'est posées, il y a eu celle de combien ça coûte d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Parce que pour l'instant, là, actuellement, on a quand même un certain nombre, à force de documents, de plans qui commencent à dresser un horizon du chemin qu'il faudrait prendre pour atteindre la neutralité, mais il n'y avait pas vraiment de chiffrage, donc de combien ça coûte en termes d'investissement public et privé. Donc ça fait, c'est à cette question-là qu'on a essayé de répondre par ce rapport. Et puis, peut-être avant de rentrer dans le contenu du rapport ou dans ses conclusions principales, parce que bon, il fait plus de 200 pages, donc je vais essayer de respecter les 5 minutes que Marion m'a données. Nous, il nous semble que l'une des raisons pour lesquelles la situation, enfin, ni les acteurs publics ni les acteurs privés n'avancent suffisamment ou suffisamment vite, en tout cas, c'est notamment à cause du facteur qui est celui de l'incertitude. Donc, incertitude à plein d'égards, incertitude liée au changement, au réchauffement climatique lui-même, mais aussi incertitude liée à un certain nombre de facteurs socio-économiques, scientifiques, etc. Et c'est face à cette incertitude-là que se produit l'effet d'inertie à cause duquel la situation ne bouge pas assez vite. Donc nous, dans cette situation d'incertitude et donc d'inertie, notre réflexion, c'était de dire que il y a une grande partie des investissements, enfin une partie conséquente des investissements qui devront être pris en charge par des financements privés, mais aussi très largement par des investissements publics. Et donc, face à la situation d'incertitude et d'inertie, l'État doit pouvoir retrouver son rôle de planificateur. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines de la question de la planification écologique, mais nous, il nous semble qu'il faut vraiment donner un sens à ces mots en y associant des investissements pour que l'État retrouve donc son rôle de stratège, de planificateur et in fine de stabilisateur de cette situation pour pouvoir catalyser ensuite les investissements privés qui seront nécessaires aussi. Donc après cette introduction sur ce qui a été notre réflexion, peut-être que je peux vous dire, pour résumer rapidement les grandes conclusions, la première chose, c'est que c'est possible. C'est qu'investir suffisamment pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est souhaitable. Ça, je pense que vous en êtes déjà tous et toutes convaincus. Mais c'est possible, y compris financièrement. Donc, ça demande que l'État mobilise les leviers qui sont réglementaires, fiscaux et budgétaires. Mais c'est possible. Et en termes d'investissement public, ça coûterait à peu près 36 milliards d'euros par an, donc entre 2022 et 2050. Donc 36 milliards d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, le plan Covid, le plan d'urgence Covid, c'était à peu près 40 milliards d'euros qui ont été mis sur la table en 2020 pour faire face à l'urgence sociale et sanitaire. Donc nous, notre idée, c'est de dire que si on a été capable de faire ça en 2020, il faut qu'on ait un plan d'urgence pour le climat aussi, donc qu'on mette ces 36 milliards d'euros sur la table chaque année jusqu'à 2050. Donc, en plus de ces 36 milliards d'euros, il y a un certain nombre d'investissements privés qui sont nécessaires aussi. Je vais peut-être moins m'étendre dessus parce que je pense que les autres acteurs et actrices autour de la table vont beaucoup parler de financement privé. Peut-être que ce que je peux vous dire sans rentrer trop dans les détails, c'est vous donner aussi des ordres de grandeur sur ces... donc, oui, peut-être que je vais quand même donner les chiffres. Donc, au total, il faudrait 57 milliards d'euros et c'est sur ces 57 milliards d'euros annuels qu'il en faut 36 pris en charge par l'État. Donc, peut-être que je vais vous donner quelques ordres de grandeur par secteur sur la manière dont il faudrait investir ces 57 milliards d'euros supplémentaires chaque année pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, je ne vais pas revenir sur les émissions territoriales françaises par secteur d'activité, puisque c'est soit les chiffres que vous connaissez déjà, soit les chiffres qui sont relativement faciles à trouver maintenant et heureusement. Mais peut-être juste pour vous donner la priorisation, donc, il y a à peu près un tiers des émissions qui sont prises en charge, qui sont émises par le secteur des transports, vient ensuite l'industrie, l'agriculture et le bâtiment.
Donc nous, en prenant les secteurs dans cet ordre-là, on peut dire par niveau de priorité en termes de responsabilité des émissions, on a identifié un certain nombre de leviers. Donc des leviers, en gros, c'est des politiques, notamment des politiques publiques et des engagements, des projets d'acteurs privés qu'il faudrait mettre en place dans chacun de ces secteurs pour atteindre la neutralité carbone. Pour ça, on s'est fondé sur un certain nombre de travaux d'ailleurs qui préexistaient, qui étaient d'excellente qualité. Je pense notamment à des scénarios, à des travaux qui ont été produits par l'ADEME, par RTE, par le Shift Project. Enfin, il commence à y avoir une certaine littérature sur la question, et heureusement. Et donc, on a synthétisé l'ensemble des leviers qui avaient été répertoriés par secteur, et on s'est attaché à essayer d'en faire un chiffrage. Et donc, l'essentiel des financements vont évidemment porter sur le secteur des transports, puis sur le bâtiment, ensuite l'énergie et l'agriculture. Donc 60% des investissements à peu près doivent être focalisés sur les transports et le bâtiment. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que il y a une certaine partie des investissements qui pourront être de la réorientation, donc réorienter des dépenses qui actuellement sont soit considérées brunes, soit neutres. Donc l'idée, c'est qu'il y a une certaine partie de ces investissements-là qui existent déjà, qui sont déjà sur la table, mais qu'on peut réorienter. Donc notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les leviers, mais parce que vous les connaissez, mais donc par exemple pour le transport, ça implique nécessairement de réduire le nombre de véhicules, de la flotte de véhicules en circulation et une conversion bas carbone pour ceux qui restent. Ça implique de développer les infrastructures de transport en commun, notamment ferroviaire, réduire l'avion. Je ne vais pas tous les faire, j'imagine que vous en avez une idée assez précise. Peut-être que je vais finir par 2 points avant de laisser la parole. Le premier point, c'est, et pour souligner encore une fois le rôle des financements publics dans la transition, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs ou de leviers, comme celui par exemple des bâtiments, qui impliquent des efforts ou des gestes de la part des particuliers. Donc je pense évidemment à la rénovation thermique des bâtiments. Or, il nous semble que pour pouvoir pour pouvoir maintenir l'objectif de justice sociale d'une part, et aussi dans un souci d'efficacité, pour être sûr que les projets se matérialisent, il faut absolument que l'État soit capable de prendre en charge une part importante des investissements, parce que la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, si on attend que ce soit fait par petits gestes, par les particuliers, exclusivement par les personnes qui en ont les moyens, parce qu'en général, ce sont des gestes qui sont très chers, on considère que ça ne va pas se passer, d'où le fait que pour le bâtiment, il faudra à peu près 40 milliards d'euros pris en charge en bonne partie par l'État pour pouvoir financer donc, la rénovation des bâtiments, soit à 100% pour les ménages les plus précaires, soit en finançant massivement les dispositifs qui existent déjà de prêt à taux zéro. Voilà, il y a un certain nombre de déclinaisons pratiques auxquelles on pourrait penser pour mettre ça en place. Et donc, juste avant de rendre la parole, peut-être qu'il y a 2 messages aussi sur lesquels il faut conclure. Le premier, c'est que selon les estimations et selon les conclusions de ce rapport, in fine, à atteindre la neutralité carbone, ça a aussi des impacts positifs sur la balance commerciale jusqu'à 2050. Et ça permet aussi de tordre d'une certaine manière ce discours qu'on a beaucoup entendu, selon lequel un programme économique qui tienne compte de la transition ou qui veuille atteindre les objectifs de transition écologique, c'est nécessairement la faillite de tout le pays. Ça, à notre sens, ou en tout cas au regard du modèle qui est le nôtre, ce n'est pas le cas. Et l'autre élément aussi, et c'est un chiffre qui n'est pas de nous, mais qui est du Shift Project, c'est que d'ici 2050, mettre en œuvre ce grand programme économique dont on parle, ça permet de créer à peu près 300 000 emplois nets. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi du point de vue de la justice sociale. Et donc voilà, je passe pour le moment sur les questions de comment est-ce qu'on peut mettre sur la table ces financements, parce que le temps est écoulé. Mais c'est des questions qui sont aussi intéressantes, auxquelles on répond dans le rapport et dont on aura peut-être l'occasion de parler dans la suite de cette discussion. Mais voilà, non seulement l'État a les moyens de le faire, mais en plus, c'est souhaitable pour tous, enfin, ou plutôt nécessaire. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Maxime Maton,
qui est donc en charge des relations extérieures dans le bureau d'analyse financière Alpha Value et qui va nous parler plutôt côté marché financier. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on a un acteur financier de financer des systèmes productifs éco-compatibles? Maxime, quand on a parlé, tu m'as dit que des marchés traversaient une crise de maturité, peut-être expliciter un peu ce que tu veux dire par là, et comment est-ce qu'on fait pour accélérer la cadence des financements privés vers la transition? Merci. Donc oui, je t'ai dit que on avait une crise de maturité des marchés par rapport à ce qu'on appelle la finance durable ou la finance responsable. Les acteurs des marchés, c'est des acteurs globaux. Et je ne vais pas dire qu'ils se fichent pas mal de ce qui se passe au niveau local, mais c'est un peu le cas quand même. Donc ces acteurs-là, ce qui les intéresse, c'est les cadres mondiaux dans lesquels évoluer. Donc les ODD, par exemple, les accords de Paris, etc., ce genre de choses. Et de pouvoir mettre en œuvre ça, ça leur demande un certain nombre d'outils et de données. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on ait, on va dire, absolument aucune idée de ce que ça veut dire de produire des données au niveau global qui soient de bonne qualité et utilisables. Et il n'y a pas de framework global, il n'y a pas de cadre mondial de l'investissement responsable. Ça n'a jamais existé. L'investissement ESG ou responsable, ça existe depuis 25 ans, on va dire, maintenant. Il n'y a toujours pas de cadre mondial. Il n'y a rien. Il n'y a aucune définition. Il n'y a pas grand-chose. De même, sur la responsabilité sociale des entreprises, il n'y a pas de cadre mondial. Il y a une norme qui s'appelle la norme ISO 26000, mais qui n'est pas certifiable. Et donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on voit ici qu'en fait, les fondamentaux dont les investisseurs ont besoin pour, on va dire, s'appuyer et construire des thèses d'investissement, etc., et déclencher de la durabilité, un mouvement de durabilité au sein des entreprises, les conditions ne sont pas réunies. Donc, il y a beaucoup d'argent sur ces thèmes-là, mais il y a peu de sécurité en fait, sur le livrable et sur la manière dont ça fonctionne. Et donc, aujourd'hui, on a évidemment, inévitablement, un certain nombre on va dire de news relatives au greenwashing qui sortent, que ça concerne des entreprises ou que ça concerne des investisseurs, qui se refilent un petit peu la patate chaude partout dans le monde, avec des avocats derrière qui, évidemment, attendent l'opportunité de pouvoir intervenir. Et ça produit un certain nombre de lois supplémentaires. Donc, un effet de surréglementation, on le voit ex post, avec différentes disparités en Europe, aux États-Unis, différentes vitesses, en Asie, qui est un peu follower là-dessus, mais qui commence à rattraper un petit peu son retard. Donc, on a une crise de maturité aujourd'hui, puisque tout ce cadre qui doit s'établir avec la même, on va dire, exigence pour l'ensemble des parties prenantes. Et une chose est sûre, c'est que ça fait, on va dire, bien, bon, allez, peut-être 50 ans qu'on a conscience que la comptabilité des entreprises, c'est le cœur du moteur, c'est le nerf de la guerre, et que tant que vous n'avez pas ouvert ce capot-là, vous pouvez construire tous les livres blancs, les études d'impact, tout ce que vous voulez. Tant que vous ne modifiez pas ça, vous ne modifiez pas du tout le comportement des entreprises. Et on vient à peine de l'ouvrir. Ça fait 12-18 mois seulement qu'on vient de l'ouvrir. Donc, on peut considérer, en tout cas, les investisseurs, les grands investisseurs internationaux considèrent seulement à partir de maintenant qu'on est en train probablement de construire quelque chose. Et là, on est dans une guerre des étoiles. C'est vraiment Star Wars, puisque on va dire les normes comptables internationales, c'est un peu un coffre-fort. Et ajouter le moindre élément ou concept là-dedans, c'est très compliqué. On a donc différentes visions qui s'affrontent là-dessus et on est dans une bataille homérique entre est-ce qu'on continue à privilégier l'actionnaire, je fais court, l'actionnaire, ou est-ce qu'on insère à l'intérieur des éléments de durabilité? On va insérer des éléments de durabilité, mais lesquels? Et là, on a des problèmes, j'ai envie de dire, philosophiques qui interviennent, avec des spécificités régionales qui expliquent très bien ces disparités. Où on a en Europe une approche plutôt partie prenante long terme, avec un bloc plutôt, on va dire, outre-Atlantique, qui est plutôt dans une approche très court terme, et donc plutôt création de valeur. Il faut savoir que ça vient pas c'est pas une posture défensive, simplement le fait que, par exemple, aux États-Unis, le système de pension, c'est environ 950 milliards de dollars par an qui doivent être créés pour être reversés aux retraités américains. Et donc, il faut bien, évidemment, créer les conditions pour que le système comptable permette cette extraction de valeur, entre guillemets, à fréquence régulière. Donc, quand vous insérez un élément de durabilité là-dedans, évidemment, ça complique un petit peu l'équation. Donc, vous avez une réticence très, très forte du cadre, j'ai envie de dire, américain, à la modification de cette
baseline qu'on appelle, c'est-à-dire cette ligne de conduite un petit peu globale par rapport à la durabilité, où on a d'une part donc une Europe qui est plutôt motrice, qui est plutôt à l'aise avec le fait de se dire qu'on est dans une durabilité qui est plutôt une opportunité pour les entreprises si elles savent dialoguer avec leurs parties prenantes et répondre en fonction des besoins des employés, des fournisseurs, des investisseurs, de la société civile, et pas seulement. Et on est dans une approche plutôt investisseur 100% aux États-Unis sur ces questions. Donc, on a un affrontement très, très dur, en fait, depuis 12 mois sur la manière de décider cette ligne mondiale par rapport à la comptabilité. Donc, c'est vraiment, pour le secteur privé, que ce soit les entreprises ou les investisseurs, aujourd'hui, le vrai game changer, c'est qu'est-ce qui va sortir de ces réflexions-là et est-ce qu'on va finalement réussir à avoir une comptabilité qui est capable de prendre en compte la durabilité. Je peux élaborer davantage si vous le souhaitez. Si tu as des choses à ajouter, vas-y. Encore 2 minutes. Alors, j'en profite. Il y a un autre point qui est aussi en train de monter très, très fort sur ces sujets-là, c'est que les acteurs financiers, leur matière première, c'est la donnée. Donc aujourd'hui, la durabilité pour eux et la manière dont les entreprises se comportent, ça se présente surtout sous la forme de données. Or, ces données, aujourd'hui, sont entre les mains exclusivement d'acteurs de la donnée financière. Et donc, ces acteurs ont des modèles commerciaux, des systèmes des business models à destination uniquement des acteurs des mondes financiers, des investisseurs, marchés de capitaux, etc., etc. Or, les données de durabilité, par nature, ne s'adresse absolument pas uniquement aux financiers, s'adresse aux différentes parties prenantes. Donc, vous avez aujourd'hui une captation nette, claire, qu'on appelle une enclosure de ces informations par des acteurs pour des questions patrimoniales, on va dire, des business models patrimoniaux, alors qu'on a des données qui aujourd'hui sont à destination de tout un tas de parties prenantes. Et donc, moi, ça fait l'entreprise pour laquelle je travaille que je quitte cette semaine, pour me dédier 100% sur ces sujets-là, sur lesquels je travaille avec la Commission et pour la Commission européenne depuis maintenant 2 ans, c'est d'envisager la donnée de durabilité des entreprises absolument pas comme de la donnée financière ou de la donnée, on va dire, traditionnelle, comptable. Et qu'en fait, c'est une donnée qui est un commun digital. Je vous livre le fruit des travaux et des réflexions. On est sur les données qui sont des communs digitaux, par conséquent, ils doivent être, entre guillemets, mieux définis, mieux sécurisées et vraiment tomber dans un pot commun, puisqu'elles servent essentiellement à aligner les parties prenantes qui ne sont pas uniquement représentées par des flux d'investissement. Tu peux juste donner un exemple de ce que c'est que les données, ce type de données? Ce type de données. Alors, vous avez ce qu'on appelle les données ESG. Donc, les données ESG, donc environnement, social, gouvernance, sont des données ex post. Donc, sont des données qui sont censées acter d'un effort qui a été fait par le passé. Ce sont des données qui aussi, à mesure que l'entreprise sait mieux mesurer, fait évoluer son historique de données aussi. Et c'est des données qui sont aujourd'hui sur un volume d'informations, on va dire, sur une entreprise, sur 100 points de données, vous avez environ 60% des données qui sont des données estimées, pour seulement donc 40% maximum qui sont des données reportées, ou validées, on va dire, par l'entreprise. Le reste est fabriqué par le fournisseur de données ou le fournisseur de notation, fournisseur de dimension service par-dessus ces données. Donc, vous avez en fait des éléments d'information qui sont très, très faibles, très, très pauvres, et qui sont augmentés de manière un petit peu artificielle, puisque, je vole 2 minutes encore, quand vous êtes un fonds de pension et que vous allez investir sur les marchés financiers, et donc vous allez déléguer vos actifs à différentes sociétés de gestion, en fonction de quelle société de gestion utilise quel fournisseur, évidemment, ils vont vous remonter des performances qui sont différentes. Donc, quand vous êtes en haut de la chaîne alimentaire, vous avez des pommes, des poires, des cerises, tout ce que vous voulez, et que quand le régulateur vous demande de mesurer votre performance extra-financière, vous racontez évidemment n'importe quoi et vous n'êtes pas très à l'aise. Et donc, vous réclamez un cadre global et vous réclamez une uniformisation des données le plus possible. Donc, on a ce type de données, donc ESG, donc qui sont des données, ce qu'on appelle dans le jargon backward looking, donc des données qui actent de ce qui s'est passé avant. Or, les marchés financiers, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est du forward looking. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'entreprise est sur un bon trend, etc. Et là, vous avez soit, vous comptez sur la bonne, on va dire, foi des entreprises, sur leur capacité à extrapoler, on va dire, leur performance, mais c'est très dangereux.
ce qui n'est plutôt pas aujourd'hui la practice la plus étendue, ou vous essayez de dialoguer avec l'entreprise et essayer de comprendre un petit peu la trajectoire dans laquelle ces entreprises vont. Donc pour ça, je vais très très vite, mais je vais essayer d'être clair. Pour ça, vous avez un élément d'information qui existe aujourd'hui et qui n'est pas structuré. Ce sont les éléments qu'on appelle de matérialité. Les éléments de matérialité, c'est je suis une entreprise, je vais demander à toutes mes parties prenantes ce qu'elles pensent, quelles sont leurs priorités et quelle est la meilleure chose à faire pour nous, entreprises, dans l'avenir par rapport à notre mission ou purpose statement. Et en fonction de ça, je vais pouvoir, moi, investisseur, identifier les priorités de l'entreprise. Okay, et c'est par rapport à ça que je vais pouvoir échanger avec elle et regarder si non seulement elle a les moyens de le faire, si elle a mis les moyens derrière en termes stratégiques, si c'est clair pour elle et si c'est en contradiction ou pas avec son business model. Donc aujourd'hui, c'est typiquement ce genre de passage-là, en ce moment, qui est en train de se faire. Donc on passe de données backward à des éléments d'information plutôt forward pour essayer de challenger un petit peu plus les entreprises. Et là, le roi est nu bien souvent. Donc, on est en train aujourd'hui, cette crise de maturité, elle est intimement liée à ça. Parce qu'en fait, on pensait tous que les entreprises qu'elles voulaient, c'était décarboner et tout en continuant à faire du profit. En fait, ce n'est pas du tout ça. Et vous le voyez nulle part, sauf à discuter directement avec les entreprises, pas seulement les boîtes françaises. Et c'était mon job dans ma boîte précédente, que j'ai fait pendant 12 ans, de dialoguer avec les 500 plus grandes entreprises européennes. Et il y a un item qui ressort, et ce n'est pas forcément nouveau pour elle, mais maintenant elle le formule de manière beaucoup plus explicite. L'item numéro 1, c'est l'attraction des talents. Puisqu'évidemment, si vous n'attirez pas les bonnes personnes, vous ne transformez rien du tout. Et ces secteurs agnostiques, comme on dit, c'est-à-dire que ça concerne absolument tous les secteurs. Vous avez une crise pour attirer les personnes qui vont être capables de transformer l'entreprise de l'intérieur par rapport à une mission. Et les jeunes, les millennials, digital natives, etc., ce qui les intéresse en premier lieu, c'est ça. Donc, voilà, c'est un peu pardon ? Ce sera le mot de, ce sera le mot de la fin, je suis désolé. C'est un bon mot. Alors maintenant, Yann Salé, toi, tu es responsable de l'Observatoire de la finance à impact social qui a été créé donc, par l'association FAIR. Et tu vas nous parler de ce que c'est que la finance solidaire et notamment du baromètre de la finance solidaire qui est sorti il y a quelques semaines. Et donc un peu les grands chiffres. Et puis quel type de projet vous financez? Merci. Alors, je suis un peu embêté quand je discutais avec Marion, elle me disait il faut que tu montres que finalement la finance solidaire c'est petit par rapport à l'ensemble des capitaux. Alors, ce n'est pas hyper difficile parce que c'est vrai, pour le coup. Par contre, trouver des chiffres un petit peu en entonnoir comme ça c'est quand même assez compliqué parce que voilà, l'argent, ça s'investit, il y a plein de double comptage, voilà, c'est assez compliqué avec les canaux. Mais grosso modo, là, si on se passe un peu à un niveau européen, on pourrait estimer que la richesse financière, c'est 40 000 ou 50 000 milliards d'euros. Bon, c'est un peu à la grosse, hein, ce que je vous dis. Si on regarde après un petit peu aux côtés des produits financiers, pour les particuliers, on est autour de 22 000 milliards. Donc, ce qu'on appelle les UCITS, c'est les FIA, donc c'est les produits réglementés au niveau européen. Et sur ces 22 000 milliards, il y en a 1 500 à peu près qui sont labellisés selon un label de finance responsable, tel qu'il en existe en Europe, sachant qu'en plus, ce qui est caractérisé par la finance responsable au niveau de chacun de ces labels est très différent. Donc, en plus, il y a un petit peu de tout là-dedans. Voilà un petit peu pour vous donner un ordre de grandeur. Et maintenant, on arrive à la finance solidaire. Mais la finance solidaire, en fait, c'est une finance de particulier qui fait le lien entre des supports d'épargne et des projets à ce qu'on appelle maintenant un fort impact social et environnemental. Historiquement, c'était les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, les coopératives et les mutuelles qui étaient financés à travers cette finance de particulier. Et le chemin en fait, de l'épargne jusqu'au porteur de projet est matérialisé par un label qui s'appelle le label Finansol. Donc, il s'avère que mon association FAIR est le gérant. Voilà. Et donc, c'est le plus vieux label de finance responsable en Europe, parce qu'il a plus de 25 ans. Ce n'est pas le plus gros, pour le coup, mais c'est un label qui parle beaucoup aux gens parce que c'est le seul en fait, qui garantit à l'épargnant qu'une partie de son argent va effectivement être investie à côté de chez lui, dans une crèche, dans une centrale énergétique, dans la rénovation thermique du bâtiment pour des personnes très fragiles, donc par exemple qui n'auraient pas accès au HLM, et donc on pourrait imaginer qu'on les stocke finalement dans une espèce d'appartement pourri. Et en l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas. Donc aujourd'hui, l'estimation qu'on fait, c'est on
on a à peu près 180 produits financiers labellisés Finansol. Il y a aussi bien des produits d'épargne type livret, des produits cotés. Il y a également de l'assurance vie, de plus en plus. Et il y a également en fait, des titres d'entreprise. Vous voyez, c'est très divers, mais à chaque fois, ce sont des supports sur lesquels les particuliers peuvent mettre de l'argent. L'estimation, c'est grosso modo qu'on est à 24,5 milliards d'euros qui sont placés sur ces produits-là. Sachant que, comme je vous ai dit, il y a un petit peu de tout. Donc, en fait, tout n'est pas vraiment investi dans des acteurs non cotés à impact social et environnemental positif. Il y a à peu près 3 milliards sur ces 24,5 milliards qui, eux, sont vraiment investis, pour le coup, dans ces structures. Historiquement, c'est beaucoup des foncières. C'est là que ce milieu a émergé. Donc, des acteurs comme Habitat Humanis, par exemple, qui vont loger des réfugiés, des personnes handicapées, des gens qui sont très fragiles et qui ne peuvent pas accéder au parc HLM, toujours avec une dimension qualitative du logement. Donc, ça, c'est à peu près 1 milliard sur ces 3 milliards qui sont, en termes de, ça représente à peu près ça. De l'investissement, après, dans des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 1,5 milliard. Après, il y a un petit peu de prêts aux particuliers, des particuliers fragiles, par exemple, qui reçoivent du prêt bancaire. Voilà, c'est à peu près 200 millions. C'est comme ça qu'on structure, grosso modo, les 3 milliards dont je vous parlais. Finalement, cette année, si on regarde un petit peu vraiment ce qu'on a réussi à faire cette année, c'est à peu près 700 millions d'euros qui ont été investis, qui ont été décaissés dans l'année, à 1350 organisations qui ont été récipiendaires de ces financements, de tout type, de tout niveau de maturité. On a vraiment une capacité à toucher des structures très petites comme des structures plus grosses, des statuts compliqués avec des gouvernances un peu difficiles que les banquiers ont du mal à financer, des coopératives, des SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ça, les banques n'aiment pas tellement. Elles ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, elles ne connaissent pas leur gouvernance, elles ne connaissent pas les modèles économiques. Donc, ils vont souvent avoir recours à d'autres types d'acteurs financiers, typiquement des membres du réseau FAIR, en fait, qui, eux, pour le coup, sont équipés à faire ça. Et sur ces 700 millions, grosso modo, il y en a. Cette année, c'est un peu 50% dans le social, 30% dans l'environnement. C'est un peu plus bas que d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement sur le côté environnemental cette année, notamment, et c'est un peu à l'opposé de ce qui se passait en fait ces dernières années. C'est notamment parce que la filière bio, c'est un grand bénéficiaire de la finance solidaire, notamment les biocop. Et la filière bio, comme vous savez, est un peu en ralentissement cette année, donc ça explique des tendances vers le bas. Mais il y a quand même une tendance générale à de plus en plus cette dimension environnementale qui est intégrée soit dans les projets à vocation sociaux, soit en fait comme étant une finalité en tant que telle, voilà, que ce soit du côté de la sobriété énergétique, de la rénovation du bâti, de la production énergétique verte avec des acteurs comme Enercop, énergie partagée, voilà, ce genre de structure. Et tout ce qui est aussi éducation à l'environnement. Voilà, super, merci. Maintenant, on va passer la parole à Marie-Claude, qui est donc fondatrice du fonds d'investissement 2050, tout jeune fonds qui vient d'obtenir le label, c'est l'agrément de l'AMF. Et donc, en fait, tu vas nous parler de la genèse de ce fonds et puis de comment ça marche. Comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui un fonds d'investissement et investir dans des projets à impact. En fait, c'était très intéressant le backward looking, forward looking, parce qu'une des choses que moi, j'investis dans des startups innovantes depuis 20 ans, fondamentalement. Donc, c'est vraiment la finance au service d'entrepreneurs qui trouvent des solutions face aux problèmes qu'ils rencontrent. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de leur donner les moyens d'y arriver. Donc, c'est très proche des entreprises elles-mêmes. Et quand on est à cet endroit-là, en fait, c'est un poste d'observation où ce qu'on voit, c'est qu'on voit la manière dont ces entreprises-là, quand elles grandissent, elles influent vraiment sur le quotidien. Moi, j'ai financé principalement des entreprises du numérique historiquement. On voit à quel point ça change les usages, les enfants parlent des entreprises qu'on finance. Enfin, ça devient une partie intégrante de la société dans laquelle on vit. Et donc, en fait, quand on investit assez vite, on réalise que en fait, l'argent, c'est une puissance incroyable parce qu'on n'est pas en train de prédire le futur, on est en train de le façonner. Voilà, il y a une action, c'est une action, en fait, de mettre l'argent là plutôt que là, et on oriente la société plutôt par là que plutôt par là. Et donc, la question d'après qui vient assez naturellement, c'est qu'est-ce qu'on veut financer, en fait? Quelle est la société dans laquelle on veut vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et dans laquelle on veut que nos enfants vivent? Et comment est-ce qu'on met l'argent, et donc cette puissance de l'argent, au service de ça? Et en fait, c'est une question qui, du coup, est complètement à l'inverse de la manière dont la finance fonctionne d'habitude. Parce que la finance prend des décisions sur des données historiques passées
Et elle n'est pas du tout en conclusion, en reverse engineering, on regarde là où on veut aller et donc on prend des décisions pour savoir comment on y va. On raisonne très massivement en finance, on regarde ce qui a performé dans le passé, donc ce qui a permis de gagner beaucoup d'argent, et à partir de ça, on prend des décisions aujourd'hui sur ce qui va nous permettre d'en gagner encore plus demain. Voilà. Et donc, je ne vois pas comment, en ayant cette réflexion-là, on peut changer de trajectoire. Voilà. Ça n'est pas possible. Et donc, la seule chose, en fait, la principale innovation qui conduit toutes les autres dans le fonds 2050 qu'on a monté, c'est de se dire, nous, on part d'un objectif qu'on pose, et donc quel est l'objectif et l'intention qui nous rassemble, et comment est-ce que derrière, on en déduit une stratégie d'investissement et une manière d'investir aux côtés des entrepreneurs et une manière nous-mêmes de construire notre entreprise. On est vraiment parti de là. Et du coup, on a posé une mission, comme une entreprise à mission, en se disant, nous, on pense qu'on veut contribuer à un futur fertile. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'un jour, on pourra dire, oui, en 2050, nous vivons dans une société fertile. On pense qu'il faut que chacun puisse manger et manger de manière saine. Il faut qu'on puisse prendre soin de sa santé au quotidien, santé mentale, santé physique, qu'on puisse faire en sorte qu'on vive et qu'on produise de manière durable, donc comment on habite la Terre et comment est-ce qu'on décarbone les industries, qu'on les rend régénératives des ressources, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse comprendre ce qui se passe et pouvoir y contribuer et avoir envie d'y contribuer, parce que quand on creuse ces sujets, on se rend compte que d'une part, on peut agir sur ce qu'on comprend et d'autre part, en fait, on comprend beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément enseignées, donc c'est une démarche volontaire d'y aller à ce stade. Et cinquièmement, donc le cinquième objectif avec lequel on se dit si on arrive à réunir tous ces objectifs, on pourra se dire nous que oui, on a contribué à un futur fertile, c'est la confiance, c'est-à-dire comment on restaure la confiance au cœur de nos sociétés avec un système de traitement de l'information qui permette que les démocraties fonctionnent, mais aussi un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques et un système bancaire qui permet de financer cette transition sur le long terme. Voilà, donc on a posé une stratégie d'investissement dans des objectifs qui sont absolus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas « on va financer un monde meilleur » qui veut juste dire qu'il est mieux qu'hier, qui ne veut pas dire qu'il est durable, qui ne veut pas dire qu'il est juste, mais vraiment en se disant comment est-ce qu'on peut poser des objectifs absolus et voir comment, à partir de ces objectifs-là, on peut en déduire une stratégie, des décisions d'investissement aujourd'hui qui sont pour nous la meilleure chance qu'on ait d'y répondre, en fait, ou d'y arriver. Et quand on pose le problème comme ça, la première des choses à faire, c'est d'essayer de comprendre. Tu vois, on se dit, comment est-ce qu'on va tous pouvoir se nourrir et se nourrir de manière saine? Allons voir ce qui se passe dans tout le système agroalimentaire et comprenons quels sont les enjeux. Et là, on se rend compte que, en fait, aujourd'hui, le système agroalimentaire qu'on a mis en place et qu'on a suroptimisé toutes ces années, il conduit à des problèmes de santé publique, puisqu'aujourd'hui, on a 3 fois plus d'obésité dans le monde que de faim. Il conduit il n'est pas résilient du tout au changement climatique. On a un grand sujet de relève des producteurs agricoles. Il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 ans. On ne sait absolument pas comment les remplacer. Donc, il y a un vrai sujet d'éducation, parce que même ceux qui restent ne savent pas comment transitionner. C'est parce qu'on leur a appris à l'école. Donc, on a énormément de sujets sur toute la chaîne de valeur. Et ce qui veut dire aussi que si on veut arriver à atteindre notre but, on ne peut pas se contenter que de financer des entreprises. Pourquoi? Parce que typiquement, quand on prend le sujet de la formation des agriculteurs, je ne vois pas une entreprise se monter avec un modèle économique qui lui permette de monter un business super rentable sur ce sujet-là en particulier. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'il fallait qu'on arrive à faire, c'est de financer des écosystèmes au sens large, donc cette transition-là, en dédiant une partie de l'argent qui nous est confié au financement de ces ressources qui sont stratégiques et communes, donc de commun, et qui permettent de dénouer ces nœuds systémiques. Voilà, donc il y a 10% de l'argent qu'on investit qui est dédié à du savoir partagé, à de la recherche pure, à du plaidoyer, à justement des modèles de données ouvertes pour arriver à faire en sorte qu'on puisse fédérer, accélérer ces dimensions-là d'un point de vue systémique. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait et qui est très inspirée des modèles numériques. Le commun vient beaucoup de l'open source, de toutes ces communautés et mécaniques-là. On a vu déjà le bienfait et les capacités de transformation systémique qu'ils pouvaient amener. Mais après, il y a un deuxième sujet qui est quel type d'entreprise on finance et comment, parce que quand on finance des entreprises, c'est très bien de vouloir régler des problèmes, il ne faut pas en créer des nouveaux.
Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les entreprises qu'on finance, elles arrivent à aligner leur propre intérêt économique avec celui de la société et celui de la finance? Et donc, on s'est posé nous-mêmes la question, et en fait, on parle d'entreprises alignées avec cette idée justement de sortir de la perception de l'impact qui d'habitude, comme en mathématiques, on s'est optimisé sur une seule dimension, on est toujours dans cette idée que si on va pour la rentabilité, bon, bah, du coup, on ne peut pas aller sur l'impact et que l'un est antinomique de l'autre, là où la nature sait très bien gérer un écosystème, on peut arriver à faire en sorte que chacun y gagne. Hein. Donc, je pense, on doit aller vers des modèles beaucoup plus de biologie et de système et de fonctionnement systémique que des modèles de mathématiques, d'optimisation pure. Et on se dit justement comment est-ce qu'en arrivant à faire ça, on peut atteindre ces notions d'alignement. Et on s'est posé nous-mêmes la question de, en tant que gestionnaire financier, qu'est-ce qui nous désaligne à titre personnel? Et en fait, quand on se pose cette question, il y a deux niveaux auxquels nous sommes personnellement désalignés. Le premier, c'est que les produits qu'on gère sont court terme. Et alors, je dis court terme, sachant que dans mon industrie, c'est 10 ans. Hein, donc, c'est un des actifs les plus long terme en finance. Hein. Mais malgré tout, quand on est à l'échelle d'une entreprise qui est et qui se veut transformative de son écosystème, ça veut dire qu'en moyenne, on reste 6-7 ans au capital d'une entreprise, ce qui ne permet pas de créer ce type de changement systémique transformatif et surtout qui crée des contraintes assez artificielles où nous, on a intérêt, il y a un moment donné, on va exiger de l'entrepreneur d'aller revendre son entreprise ou de l'introduire en bourse, là où lui ou elle, en fait, pour le bien fondé de son entreprise et sa propre décision, ils ont envie de rester indépendants beaucoup plus longtemps et ils voient beaucoup plus de choses à faire sur le long terme. Donc, du coup, on a transformé le produit financier en disant, mais non, on va faire un fonds ouvert, non pas un fonds fermé, et donc essayer d'apporter, déjà de faire en sorte que tous les investisseurs sont au même endroit, ce qui veut dire qu'il y a aussi un alignement d'intérêt de tous les investisseurs, mais aussi ça permet de libérer en fait les entrepreneurs en leur permettant de se projeter eux sur le long terme. Et le deuxième endroit où on est en fait désaligné à titre personnel, et on a aussi innové, c'est la gouvernance. En fait, les sociétés de gestion, en particulier dans mon métier, ce sont des associations. Et ces associations font qu'il y a des intérêts financiers à la détention des parts même de l'entreprise financière, de la société de gestion. Et ça fait qu'on a des intérêts financiers désalignés entre est-ce qu'il faut gérer beaucoup d'argent ou est-ce qu'il faut performer sur les fonds. Parce que plus on gère de l'argent, plus la valeur de ces parts-là, qui ne sont détenues que par les associés gérants de la société de gestion, plus elle augmente, mais elle ne bénéficie qu'à eux ou elles, pas à tout l'écosystème. Et ça fait des problèmes en fait de transmission, d'accessibilité, de diversité dans le monde de la finance, etc. Et donc, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas laisser la possibilité d'un biais, en fait. Et donc, on a donné l'intégralité des parts de la société de gestion à un fonds de pérennité. Donc, nous ne sommes pas actionnaires de notre propre société. C'est comme une fondation, en fait, qui détient l'intégralité de la société de gestion et qui en fait un commun elle-même. Voilà, donc on a vraiment tout ça pour conclure. Quand on veut essayer de faire les choses différemment, et je finirai là-dessus, et qui est très simple, je vous ai raconté le début, on n'est juste pas parti du même endroit. On a juste dit, nous, on veut poser un produit financier qui nous permette de faire ça. On n'a pas réfléchi, on n'a pas pris le problème par le même angle. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on vit dans un monde où tous les systèmes financiers et légaux, et je pense que la finance est un des endroits, mais dans toutes les industries, c'est pareil, on a suroptimisé sur un modèle existant. Et donc, arriver en prenant le truc dans un angle complètement différent, les outils qu'on a à disposition en termes juridiques et notamment ne sont pas du tout adaptés. Donc, le niveau d'innovation auquel on doit aller, donc pour obtenir l'agrément AMF, pour faire ce genre de choses, est une barrière à l'entrée inouïe, en fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on n'a plus beaucoup de temps là, parce qu'on a bien parlé. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? On peut prendre un petit flot de questions si jamais vous avez envie d'intervenir, de réagir. Non. L'idée, ce serait de prendre 2-3 questions, histoire que vous ayez chacun de quoi rebondir.
Donc, ma question est pour Marie. En fait, finalement, est-ce que vous mesurez et vous rémunérez l'impact au sens où, je vais vraiment clarifier ma question, je connais des entreprises qui font ce que vous appelez dans votre jargon, je crois, financement ex ante d'un projet et par la preuve numérique d'impact, des flux financiers sont fluidifiés parce que la preuve numérique est là et que les flots de finances sont débloqués à hauteur de preuve. Et vous venez de la culture du numérique. Dans quelle mesure vous intégrez le numérique comme un game changer complet, puisque la donnée, au travers d'un protocole, en fait, finalement, moi je travaille sur des frameworks où en fait à la fois la finance, la comptabilité, l'écosystème de services sont complètement transformés par la capacité à s'aligner sur une finalité, une gouvernance et un protocole qui entérine ça, le protocole numérique qui va être une modalité de calcul de données comme preuve et la preuve permettant alors un financement. J'imagine que vous avez déjà ces choses-là parce qu'en fait, vous allez au bout du raisonnement en fait. C'est-à-dire que vous ne rémunérez la performance qu'à hauteur de preuve ayant été prédéfinie par un processus collectif de gouvernance qui dit ces objectifs sont pertinents, ces preuves permettront de démontrer que c'est de l'ordre de l'impact bond en fait. Hein. L'histoire est simple. Quelqu'un m'a raconté l'impact bond, c'est Gordon Brown, au début des années 2000, à l'époque en Angleterre, dit moi je veux financer les jeunes filles au baccalauréat dans les quartiers défavorisés, je mettrai X milliards sur la table, mais je ne paierai l'argent parti qu'à hauteur de performance. Donc si 30% des filles arrivent, et 50, etc. Donc finalement, j'aimerais comprendre jusqu'où vous allez. Ok, merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de façon à ce qu'on puisse... D'autres personnes qui veulent intervenir? Pour essayer de faire le lien un peu entre ce que vous disiez de l'Institut Rousseau et par rapport à la présentation que vous avez faite de votre film 2050, est-ce que vous voyez des sujets de recoupement, enfin des thématiques d'investissement qui se recoupent dans votre activité, Marie, par rapport à ce que Lauriane disait dans le cadre du travail qui était fait par l'Institut Rousseau? Une autre question? Bonsoir, merci beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un dernier documentaire sur Arte sur la finance verte. Qu'est-ce que vous pensez des labels ISR, blablabla? Est-ce que ça a sa place dans cette nouvelle finance? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Super. Et une dernière question, puis après, je pense que vous pouvez tous un peu réagir sur la question. Oui, alors quel rôle peuvent avoir pour vous les différents modèles comme CARE, LIFT ou SEMA dans le fait de repenser la comptabilité européenne d'une manière plus verte? Ok, ça c'est pour Maxime. On rebondit sur une autre table ronde, je pense, j'ai l'impression. Bon, Marie, il y a quelques questions pour toi. Donc, oui, alors sur la première, nous, pour nous poser toutes ces questions déjà de comment parce que dans les données sur l'impact qu'on va chercher, il y a deux types de données. Il y a des données qui sont typiquement les données ESG qui sont en train d'évoluer avec la Commission européenne sur tout ce qui est Principal Adverse Indicators, donc qui sont le fait de pouvoir démontrer qu'on ne fait pas de mal à la planète, en fait, et qui sont un peu, je dirais, un cadre réglementaire qui va s'étoffer et auquel tout le monde va devoir répondre. Et après, il y a d'autres types de données qui sont elles-mêmes, spécifiques à l'entreprise elle-même, qui vont être des données qui vont mesurer son propre impact par rapport à la mission qu'elle s'est construite qui, du coup, peuvent être un peu plus spécifiques, en fait. Et ce qu'on voit quand on essaye d'appliquer ça dans la manière au quotidien de prendre des décisions d'investissement, de refinancement ou de valorisation de ces entreprises dans notre
dans notre fonds, parce que le fait qu'on ne demande pas la liquidité aux entrepreneurs veut dire que nous, on dit c'est à ce prix-là et les gens rentrent et sortent à ce prix-là. Donc, il faut qu'il y ait confiance dans le prix. Hein. Donc, ça veut dire que dans la méthode de calcul, il faut qu'on puisse justifier de comment on l'a calculé et donc de la valorisation et de la performance de chacune de ces entreprises. Et il y a deux niveaux. La première chose, c'est que historiquement, on raisonne beaucoup sur typiquement dans le capital risque, moi j'ai toujours rendu des comptes sur la performance, très peu sur le risque. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que je pense que la solution, hein, quand on dit mais comment est-ce qu'on va faire pour apporter le même niveau de rentabilité, il faut qu'on arrive à penser en systématique maintenant rentabilité-risque. C'est-à-dire que, et puis que dans le modèle de rentabilité, on intègre des choses qui sont avérées. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, il est avéré. Le risque climatique, c'est juste à quel niveau il va se situer. Est-ce qu'on va être à 2% ou à 2 degrés ou à 4 degrés ou à 5, enfin, plus, mais il y a des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, en faisant ça, en essayant d'implémenter ça à l'échelle d'une stratégie d'investissement d'un fonds, ce dont on se rend compte, c'est d'une part qu'il n'y a pas de consensus sur les données, il n'y a pas de consensus sur la manière dont elles doivent être calculées, et il n'y a pas de proxy. Et les entreprises n'ont pas ces données-là. Et donc, on est dans une phase de R&D, en fait. Donc, typiquement, dans les types de communs qu'on finance, on a financé un programme de recherche avec le Stockholm Resilience Center, qui, en partenariat avec Stanford et avec Pictet Asset Management et plein d'autres acteurs de recherche et de l'industrie, pour mettre en place des indicateurs de biodiversité en finance qui permettent derrière de à la fois mesurer un risque et potentiellement à terme de l'intégrer dans la performance. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour la finance durable pour arriver à faire en sorte qu'on puisse reporter de manière référentielle des données de risque ou d'impact sur ces sujets-là. Je complète ce que vient de dire Marie, qui est exact. Je reboucle avec le début sur la crise de maturité sur la finance responsable. En fait, vous avez un trend, une tendance assez lourde là qui arrive, qui est le science-based, qui montre en fait que les modèles mathématiques financiers purs ont une incapacité à prendre en compte les boundaries, et que donc vous avez un mouvement très fort qui vient percuter, mais c'est vraiment assez violent. En fait, tous les acteurs qui sont un petit peu paniqués là, parce qu'ils n'ont évidemment pas l'expertise en interne pour ingérer la dimension scientifique qu'on leur demande d'avoir désormais. Et donc, c'est une nouvelle frontière. Si tu veux bien, Marion, j'enchaîne sur la question sur le modèle CARE. Tu as parlé du modèle CARE. Ouais, modèle CARE. Exactement. Donc, même chose, en fait, c'est lié directement. C'est-à-dire que le modèle CARE, basiquement, lui, ce qui va apporter, au-delà de la mécanique comptable, c'est la prise en compte des Safe Minimum Standards, c'est-à-dire les bons états écologiques. Donc, c'est le seuil, en fait. C'est ce que vous devez taper, atteindre ou maintenir. Donc, pour reboucler avec ce que vous disiez et sur votre question, ce sont des données scientifiques qui sont des données de seuil qui sont pour le coup, elles, 100% des communs numériques, puisque c'est public funded, en fait. C'est des données qui sont produites par des agences, des images satellites, tout un tas d'organismes gouvernementaux, régionaux, etc., etc. Donc, ces données, aujourd'hui, elles existent. Maintenant, comment on s'en saisit, comment on les intègre dans les modèles, d'une part au niveau comptable, d'autre part au niveau des acteurs financiers. Et là, en ce moment, soit on a des expertises ciblées avec un écosystème, avec des scientifiques, des académiques, des universitaires, etc., et des financiers qui s'interrogent là-dessus, soit vous attendez, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui, d'avoir une espèce de consensus global sur ces éléments-là, ce qui n'arrivera évidemment pas. Et donc, les acteurs comprennent petit à petit qu'ils vont devoir se former en fait aux éléments scientifiques, biodiversité, etc., et qu'on est dans des éléments, pour le coup, qui sont vraiment de l'ordre de ce que tu disais, la théorie du changement, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, quelles sont les différentes étapes pour atteindre ça. Donc, on est vraiment sur quelque chose de bénéfique pour la finance, le fait que la science arrive à son secours là. Si je peux réagir aussi à deux des questions qui ont été posées, donc celle effectivement sur les modèles de comptabilité à triple capital et l'autre question sur les liens qui pouvaient exister entre l'intervention de Marie et le rapport 2% pour 2 degrés. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, expliquer peut-être ce titre sibyllin de 2% pour 2 degrés. 2%, c'est 2% du PIB, donc c'est les fameux 57 milliards d'euros par an dont je parlais tout à l'heure. Donc la question de la comptabilité triple capital et des différents modèles qui sont proposés pour ça, évidemment, à terme, je pense que ça pourrait être une perspective qui serait complètement, qui permettrait une transformation en profondeur de la façon dont fonctionnent et réfléchissent les entreprises.
Nous, ce qu'on s'est dit, je crois qu'on l'évoque, que les modèles de comptabilité triple capitaux, on les évoque, mais là, à court terme, d'autant plus du point de vue de l'investissement public, nous, il nous semble qu'il y a des étapes avant ça qui sont plus faciles à mobiliser parce que peut-être moins... on peut dire que ce serait juste des réformes de choses qui existent déjà, et donc on a, compte tenu des échéances extrêmement courtes dans lesquelles on doit agir, nous, on s'est concentré sur d'autres horizons de réflexion. Je peux en donner quelques-uns, encore une fois, en me concentrant du coup plutôt sur l'investissement public, mais notamment, il y a la question de la commande publique dont on parle assez peu, qui passe un peu sous les radars, alors qu'en fait, la commande publique, c'est à peu près, ça représente 10% du PIB chaque année, donc c'est vraiment, c'est assez énorme, en fait, 10% du PIB sur laquelle l'État, ou en l'occurrence, c'est plutôt les collectivités territoriales, je crois, à hauteur de 70%, ont la main. Et donc, nous, dans nos réflexions, il y avait ça, par exemple, il y avait le fait de modifier les critères de la commande publique pour que les critères surpondérés dans les appels d'offres publics, dans les marchés publics, ce soit moins les critères de prix, par exemple, et beaucoup plus des critères climatiques et environnementaux. Donc ça, il nous semble que c'était une première marche sur laquelle on pouvait monter très rapidement et qui implique peut-être moins de transformation des esprits. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, et qui fera aussi le pont avec ce que disait Marie plus tôt, il y a la question de la mobilisation des banques publiques. Mais il y a quelque chose qui me faisait réagir en écoutant Marie, c'est le fait que les fonds d'investissement, même lorsqu'ils ont travaillé qu'ils ont modifié en profondeur leur gouvernance, comme tu le décrivais Marie, il me semble qu'on ne peut pas retirer le fait que les fonds d'investissement ont quand même un objectif de rentabilité ou au moins d'équilibre. Et le problème, c'est que dans les investissements qu'il faut réaliser, dans les investissements nécessaires, par exemple, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il y a un certain nombre d'investissements qui ne seront pas rentables, qui seront faits à perte. Et ça tombe bien parce qu'on a créé des outils pour ça. On a créé des outils pour remédier aux défaillances de marché, donc aux endroits où les investisseurs eux-mêmes ne sont pas incités d'eux-mêmes à investir parce que ce n'est pas suffisamment rentable, voire pas rentable du tout. Et donc, nous, il nous semble que les banques publiques qui ont été créées justement pour remédier à ces défaillances de marché, on pourrait s'en emparer donc en les rendant plus puissantes, en les renforçant. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait notamment d'augmenter leurs capitaux, mais aussi d'assouplir le cadre de leur intervention, justement pour leur permettre d'investir plus massivement, pas nécessairement à co-investissement avec des acteurs privés, et aussi d'investir si besoin dans des projets qui sont soit simplement à l'équilibre, soit pas tout à fait rentables. Et le tout dernier point, c'est qu'il y a aussi des réflexions qu'on n'est pas seul à porter. Il y a des réflexions un peu plus larges sur la question des investissements, du cadre d'investissement européen, donc les fameux critères de convergence budgétaire, les 3% de déficit et 60% de dette publique qu'il ne faut pas dépasser dans le cadre des accords de Maastricht. Ça, nous, on se dit que ça pourrait être intéressant aussi d'engager des réflexions là-dessus, de la même manière que pendant la période du Covid, on a pu sortir les dépenses sanitaires du calcul du déficit de ces fameux critères de convergence. Nous, il nous semble qu'on pourrait identifier un certain nombre de secteurs, ou surtout un certain nombre d'investissements, notamment donc ceux qu'on a cités dans ce rapport, et qu'on pourrait éventuellement sortir de ces calculs-là, de manière à redonner à l'État sa pleine puissance pour investir. Et donc, pour terminer, là, ces trois options, ces trois solutions que je viens de citer, il nous semble qu'à court terme, il est beaucoup plus facile de les adopter parce que ça pourrait se faire en quelques mois et sans besoin de recherche et développement particulière, sans besoin de révolutionner tout le cadre de gouvernance des entreprises. Donc, en tant que première étape ou en tant qu'étape intermédiaire, avant d'arriver peut-être dans un second temps à la comptabilité triple capital, nous, on s'est plutôt concentré sur ces moyens un peu court terme d'investir. Yann, est-ce que tu veux intervenir sur la question des labels ? Oui, je veux bien, et puis sur les autres questions aussi d'ailleurs en l'occurrence. Sur la question des labels, notamment labels responsables. Alors vous savez que le fonctionnement d'un label ISR, en fait, c'est de réduire l'univers d'investissement en fonction de critères ESG, c'est-à-dire qu'on va évaluer la prise en compte, la pratique sur les domaines sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance des entreprises, et puis on va choisir, par exemple, dans le secteur pétrolier, d'en privilégier une par rapport à une autre, ou en tout cas d'investir un petit peu plus dans celle qui a des
meilleures pratiques que dans l'autre. Bon, il y a plein après de théories, de pratiques, de trucs comme ça, mais grosso modo, on se retrouve toujours à investir plus ou moins dans les mêmes entreprises, et notamment pour avoir des indices qu'on peut suivre, des choses comme ça. Les effets du coup des labels responsables, effectivement, assez critiqués. Et en l'occurrence, vous savez peut-être que le label ISR est dans la tourmente depuis 2 ou 3 ans, quand il a décidé en gros de s'ouvrir et de labelliser tout le monde. Et maintenant, du coup, oui, il est en train de fermer, ou en tout cas d'être profondément transformé. Donc vous voyez que ça montre bien quelque chose que Maxime a dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements de ce côté-là. Le label ISR, fondamentalement, c'est un label de risque, c'est-à-dire qu'il va évaluer dans quelle mesure le social, l'environnemental et la gouvernance peut présenter un risque sur l'entreprise. Ça, c'est une des limites, évidemment, de ce genre de modèle, et c'est très critiqué en particulier par les gens qui travaillent dans l'impact, qui disent, il faut regarder aussi les externalités négatives et positives de l'organisation sur la planète, sur la société. Et donc là, on rentre dans le monde de l'impact. Alors, attention à l'impact, prouver l'impact, c'est très difficile. Et en l'occurrence, on a quand même beaucoup de mauvaises pratiques. Et donc on part en fait d'une logique, ce qu'on appelle l'intention. On a parlé de qu'est-ce qu'on veut générer comme changement. Et derrière cette intention, elle doit être traduite, elle doit être mise en œuvre en fait, dans la gouvernance de la structure, dans l'ensemble des processus qui sont mis pour en fait être réalisés. Donc quand on dit, je sais pas moi, que je vais lutter contre la pauvreté en vendant des panneaux solaires à des femmes dans des villages en Afrique, si vous ne vous formez pas et vous ne contrôlez pas vos agents commerciaux, ils vous vendent des panneaux solaires en ville à des hommes. Voilà. Et donc évidemment, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc il y a l'obligation de déployer tout un ensemble de processus, de formation, de systèmes de contrôle pour vérifier qu'on met bien en œuvre ce qu'on a dit qu'on met en œuvre. Et c'est ce qu'on appelle la théorie du changement. Il y a plein de façons de le dire. On va évaluer ça avec des indicateurs de gestion, combien de femmes on a touché, combien de panneaux solaires, comment ils sont utilisés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de réalisation. Après, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de résultat. En fait, comment les femmes utilisent ces panneaux solaires et dans quelle mesure ça va générer un petit effet direct. Elles vont avoir un peu plus de lumière le soir. Peut-être qu'une boutique va pouvoir rester allumée un petit peu plus longtemps et ça peut générer un petit peu de revenus. Puis après, il y a la question de l'impact, où là, on va se positionner dans le long terme. On va se poser la question de qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas investi. Et là, les problèmes commencent. Très franchement, donc ce qu'on appelle les questions d'additionnalité et d'attribution. Et en fait, il n'y a personne qui sait les gérer correctement. Et ça, il faut quand même avoir bien conscience. Et dans le secteur social, en fait, on est plutôt relativement humble de façon historique. Je pense que dans l'environnement, il y a beaucoup de revendications qui sont très exagérées. On a un prix Nobel d'économie, vous savez, Esther Duflo, qui a eu un prix sur les évaluations randomisées. Les évaluations randomisées, c'est un processus expérimental d'évaluation, on fait des groupes témoins, machin, on se projette dans le temps. Ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros, l'évaluation randomisée. Voilà, première chose. Et la deuxième, c'est que c'est adapté uniquement à un type d'intervention qu'on appelle tunnel. Ça veut dire qu'en fait, en gros, vous avez quelqu'un qui est malade, vous lui donnez un médicament et vous voyez s'il est soigné. Donc ça marche dans un hôpital. Ça ne marche pas du tout dans la vraie vie. Il faut faire très attention à ça parce que c'est en train d'être déployé par des institutions qui sont un peu technicistes et qui aiment bien dépenser de l'argent à prouver qu'elles font ce qu'elles disent à faire. Voilà. Et peut-être là-dessus, une dernière conclusion, c'est que évaluer l'impact, c'est bien, le générer, c'est mieux. Et pour générer de l'impact, la pratique, c'est quand même toujours de connaître en fait le problème social, connaître les personnes qui sont concernées, s'assurer que les produits, les services qu'on apporte sont de qualité, sont adaptés, sont bien apportés, que les gens sont satisfaits, et qui vont pouvoir se plaindre, etc. En gros, qu'on fait un bon travail d'entreprise. Voilà. Et ça, c'est pas évidemment suffisant pour générer de l'impact, mais c'est nécessaire. Et déjà, là, il y a suffisamment de choses à faire. Merci beaucoup. Dans mon oreillette, on me dit qu'il va falloir couper. Et donc, moi, je vais dire un petit mot de la fin aussi, parce qu'il y a une phrase que Marie a dit aujourd'hui et que je trouve vraiment géniale. C'est investir, c'est façonner l'avenir. Et donc, il faut regarder ce qu'on fait, en fait. Il faut y mettre du sens. Voilà, je vous remercie à tous d'être restés jusqu'au bout ce vendredi soir.